Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Maître Nézin est notre invité cette semaine, bonjour. Bonjour Maria. On va parcourir 5 thèmes d'actualité en votre compagnie et on va débuter donc avec ce qui se passe du côté de la place Beauvau, des discussions entre la Corse et Paris, l'avenir institutionnel, constitutionnel de la Corse avec ce fameux statut d'autonomie. Aujourd'hui, comment vous percevez ce qui se passe, le contenu des discussions? Est-ce que réforme de la Constitution, il pourrait y avoir? Alors, je perçois ça comme tout le monde, comme le citoyen lambda, avec quand même une appréciation particulière sur une notion qui est chère à un certain nombre de théoriciens du droit, c'est ce que l'on appelle l'application du droit différencié, pour permettre de rétablir finalement une égalité des citoyens devant les circonstances de la vie et pour tenir compte notamment des spécificités d'un territoire donné. Bon. En vous disant ça, je viens de résumer presque 40 ans de réflexion politique et juridique sur la situation de la Corse, qui a amené pour elle à connaître un certain nombre de statuts, de différents statuts, qui ont évolué et augmenté ses compétences au fil du temps, et sur lesquels manifestement il faut systématiquement s'interroger. Et je crois que sous la houlette du président Simeone et avec l'énergie de Romain Colonne, une commission a été constituée pour réfléchir avec différents théoriciens du droit notamment, mais pas que, à ce que pourrait être l'avenir institutionnel de l'île, étant précisé que cette évolution institutionnelle ne doit pas masquer non plus des besoins concrets, des besoins réels, du citoyen qui se lève le matin, qui va travailler et qui a besoin que tout soit en place, fonctionne, et ne pas systématiquement s'endormir aussi sur les réflexions institutionnelles qui ne doivent pas faire perdre de vue les urgences parfois saillantes. Et je pense à une urgence qui est d'actualité, c'est l'urgence climatique, avec un problème qui s'annonce sur la gestion des nappes phréatiques. L'eau est un sujet qui est central, puisque l'eau, c'est la vie, et si nous ne parvenons pas à gérer ça de manière concertée et responsable, on risque de transmettre aux générations futures une sacrée dette à payer. Alors justement, sur ce droit à la différenciation, il existe aujourd'hui dans le droit ce droit à la différenciation. Pour autant, il n'est pas du tout appliqué à l'endroit de la Corse. Alors, ce droit différencié existe dans des pans entiers du droit. Pas spécifiquement à la Corse, mais dans des pans entiers du droit. Je vous prends un exemple. Vous avez des considérations historiques qui ont conduit à ce que les procédures de saisie immobilière ne soient pas tenues de la même manière en Alsace, pour les raisons historiques que vous connaissez, que sur le reste du territoire national. Vous avez une application du droit de l'environnement et du code de l'urbanisme différenciée dans les départements et les territoires d'outre-mer, pour des raisons qui sont liées à leur insularité, et pour autant cette appréciation différenciée, on n'est pas encore arrivé à trouver l'équation idéale pour la Corse, qui reste encore aujourd'hui une montagne dans l'eau et qui le restera demain aussi. Donc toutes ces thématiques-là existent. Après, la question qu'il faudrait se poser est: est-ce qu'il faut spécifiquement coller une étiquette, cette norme s'appliquera en Corse et pas ailleurs, ou cette norme s'appliquera ailleurs et pas en Corse? J'avoue que je suis assez circonspect, parce qu'il y a des sujets sur lesquels, que vous soyez en Corse, que vous soyez au fin fond de la Creuse, ou en Belgique ou à Taïwan, il y a des sujets qui vous intéresseront en tant qu'être humain, en tant que citoyen du monde. Donc l'appréciation et la mise en application du droit différencié, il faudrait aussi s'entendre sur les projets que l'on veut conduire avec cette application de droit différencié, même si en bout de course, il y a quand même derrière tout ça la volonté que tout le monde, ou en tout cas nombreux, sont à partager d'une reconnaissance historique d'un peuple sur son île. Alors, il y a eu ce fameux rapport vous évoquiez la commission présidée par Romain Colonne, mais avant cela, il y a eu le fameux rapport de Vanda Mastor, constitutionnaliste que l'on ne présente plus. Est-ce que, comme elle, vous estimez que l'autonomie, aujourd'hui, ne peut être que législative? Si elle n'est pas législative, ce n'est pas une vraie autonomie. Alors, le mot même autonomie, autonomos, c'est la faculté de produire soi-même la norme. Si on entend par autonomie une autonomie réglementaire, c'est-à-dire des actes réglementaires, il y aura toujours, au-dessus de l'acte réglementaire, dans un système de hiérarchie des normes pyramidale, la loi.
La question de l'autonomie législative, c'est une question qui, de toute façon, nécessitera une réforme constitutionnelle. Et malgré toute l'énergie qui est actuellement déployée, j'ai le sentiment diffus, mais néanmoins certain, qu'au regard de la composition de l'Assemblée nationale, où il n'y a pas de majorité absolue, et dès lors qu'une réforme constitutionnelle nécessite une majorité du Congrès, je pense que ce n'est pas le moment d'envisager des choses pareilles, parce que ce sont des sujets qui intéressent certains parlementaires, mais je pense en désintéressent certains autres, qui ont d'autres sujets de préoccupation, sans qu'on puisse leur tirer la pierre. Mais l'autonomie législative, ça semble aller dans le sens. J'observe que d'ailleurs Van Mastor n'est pas la seule professeure à le préciser. Dominique Rousseau est un constitutionnaliste qui a cette appréciation d'une manière beaucoup plus générale. Mais courir derrière l'autonomie législative sans avoir de réel projet d'avenir pour ce que nous voulons pour notre vivre ensemble, est-ce que c'est vraiment le sujet ou est-ce que c'est le gadget? Ça, ce sont les électeurs aussi qui devront se prononcer et le dire. Merci beaucoup, Maître Nez. On se retrouve tout à l'heure après le journal de la mi-journée. À tout à l'heure. Merci. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Maître Nez. Bonjour. Notre invité cette semaine, on parlait de cette autonomie, l'autonomie législative. Vous ne croyez pas qu'on pourra aller jusque-là? La période me paraît compliquée, puisque je vous dis que cette autonomie législative, pour exister, devra passer par une réforme constitutionnelle, puisque au moment où nous parlons, la loi est votée par le Parlement. Et cette réforme constitutionnelle nécessite des conditions de majorité qui me semblent éminemment compliquées à réunir avec la composition actuelle de l'Assemblée nationale et surtout une opposition assez vive des Républicains au Sénat. Donc politiquement, sans se plonger dans le fond même du sujet, il y aura des dissensions qui viendront, me semble-t-il, mais je peux me tromper, court-circuiter un débat qui mérite bien mieux que ça. Bien mieux que des petites querelles politiciennes, mais est-ce que c'est pas consubstantiel aussi à l'institution? Je me pose la question. Emmanuel Macron qui dit vouloir poser un autre regard sur cette autonomie, mais qui pose néanmoins des lignes rouges. Écoutez, je crois qu'on est dans un pays qui vit sous le régime de la séparation des pouvoirs. Le président peut penser ce qu'il veut, peut avoir un regard qui sera le sien, mais c'est pas le président qui fait la loi, c'est le Parlement. Et j'ai envie de vous dire aujourd'hui, avec une Assemblée nationale qui ne bénéficie pas pour le gouvernement d'une majorité absolue, il faut des discussions, il faut trouver des majorités, il faut trouver des accords. Et ce n'est pas parce qu'on présente un projet de loi que nécessairement il n'est pas amendé, ce n'est pas parce qu'on présente un projet de loi que nécessairement il sera voté, et ainsi de suite. On a vu malheureusement ce qui a pu se passer sur le volet des discussions des retraites avec, je pèse mes mots, une guérilla parlementaire qui a manifestement porté atteinte à la sérénité du débat et à ce qui devait en sortir. J'espère que si ce sujet devenait d'actualité, la Corse, en tout cas, mérite mieux que ce traitement de politique politicienne. Oui. Alors justement, est-ce qu'il faut continuer à les discuter à Paris, puisque la majorité territoriale et bon nombre d'élus demandent que cette autonomie soit traduite par la possibilité de faire la loi et de l'organiser, y compris des lois fiscales? Est-ce que c'est nécessaire de continuer à discuter si, selon votre avis, ça ne sera pas possible? J'ai envie de vous dire, la discussion, elle n'est pas nécessaire, elle est indispensable, puisque, sauf mauvaise appréciation de ma part, à droit constant, la collectivité de Corse ne pourra pas décréter quoi que ce soit. Si on veut poser les jalons d'une réforme constitutionnelle à venir, il faut nécessairement discuter avec ceux qui sont susceptibles de la porter au Parlement, c'est-à-dire les membres du gouvernement. Ces membres du gouvernement discutent lors des conseils des ministres avec le président de la République, très bien, qui fixe le cap de la politique nationale, très bien, mais le garant de cette politique nationale au sens de l'article 20, sauf mauvaise appréciation de ma part de la Constitution, c'est le Premier ministre et le gouvernement. Donc les discussions, on ne peut pas en faire l'économie, même s'il faut, à mon sens, les appréhender avec la réserve qui sied à pareille occasion, c'est-à-dire ne pas présumer trop la capacité de conviction de nos interlocuteurs, ne pas la présumer trop bas non plus. Il faut garder la juste mesure et de toute façon, si ce sujet est un sujet qui est porteur et qui fédère, l'expression du suffrage suffira. Le moment venu, peut-être pas aujourd'hui, à ancrer ce débat dans la réalité et non plus dans l'éther des réflexions
des facultés ou des cercles restreints de bien-penseurs parisiens. Au regard de la société que vous voyez vivre, est-ce que selon vous l'autonomie c'est une bonne chose pour la Corse? Moi, je vais peut-être vous surprendre, mais c'est pas un sujet qui me stresse ou qui m'anime plus que ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est notre capacité collective à aller de l'avant, notre capacité collective à être force de projet pour nos enfants, pour notre jeunesse, pour nos aînés aussi. Et je crois énormément, peut-être parce que j'exerce une profession libérale et indépendante, moi je crois énormément à l'énergie du privé, du secteur privé. Il ne faut pas tout attendre de la politique, il ne faut pas tout attendre d'un système réglementaire ou d'un système législatif. Il faut à un moment donné se retrousser les manches, aller au contact. Vous pouvez faire toutes les lois que vous voulez. Si vous n'allez pas tendre la main à la personne qui est en difficulté dans la rue, elle y restera. Donc à un moment donné, il y a cet aspect des choses qui moi, m'anime. Je suis admiratif du secteur associatif que je trouve très vigoureux en Corse et c'est très bien. Et au travers des mandats que j'exerce à la conférence des bâtonniers, je peux vous garantir également que l'initiative privée est parfois porteuse d'initiatives politiques, puisque c'est à force de porter des idées, de travailler sans cesse à les formaliser, à les débarrasser de leur scorie, qu'on arrive à faire passer dans le monde politique, par adhérence, par capillarité, les idées qui ont déjà fait leur preuve sur le terrain. Je pense que raisonner différemment, c'est-à-dire on définit les idées, puis après on verra bien sur le terrain comment ça se passe, c'est peut-être une méthodologie qui a malheureusement fait la preuve de son efficacité. Il vaut mieux voir ce qu'on peut faire sur le terrain, voir ce qu'on peut porter comme projet, et puis ensuite concrétiser le tout avec la force de la conviction, mais surtout la preuve par l'exemple. Ça me paraît très intéressant aussi, et dire systématiquement il faut qu'on ait la possibilité de faire ci, ça et ça, parce qu'on ne peut pas faire autrement, on trouvera toujours sur notre route des personnes qui pourront, par le même raisonnement, venir établir le contraire. Agissons ensemble, chacun à la place qui est la nôtre. Il ne faut pas se prendre pour d'autres, d'ailleurs. Et si on arrive à modifier ça, et si on arrive à insuffler ça dans la société civile insulaire, je pense que déjà, on va aussi amener nos politiques à y réfléchir, parce qu'ils vont se dire, bon ben voilà, ça bouge chez nous, il faut qu'on les aide, il faut qu'on les accompagne, et les porteurs de projets méritent d'être accompagnés. Merci beaucoup, Maître Neza. À demain. Merci à vous, à demain. Bonjour et bienvenue. Nous retrouvons Maître Neza. Bonjour. Bonjour Maria. Vous nous l'avez dit hier en toute fin d'émission, donc vous exercez différents mandats au sein de la Conférence nationale des bâtonniers. Différents mandats, quels sont ces mandats? Ça fait à peu près 2 ans que vous avez été élu? Ça fait 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi très exactement que les bâtonniers, les 163 bâtonniers de province m'ont très gentiment accordé leur confiance pour que je participe aux travaux de la Conférence nationale des bâtonniers, dans laquelle aujourd'hui je préside la commission dite compliance à la française et non pas compliance à l'anglaise, qui est la capacité à s'adapter finalement à l'environnement qui est le nôtre et à assurer la conformité de notre profession aux règles qui l'environnent. Je vice-préside la commission pénale et je participe aux travaux des commissions numériques et disciplinaires, c'est-à-dire des chantiers très enthousiasmants, très intéressants et surtout d'immenses enjeux pour la profession d'avocat, puisqu'à travers ces commissions, dans chaque sujet qui nous sont présentés, systématiquement, hier nous parlions d'autonomie, nous avocats nous sommes indépendants, et cette indépendance nous y tenons et nous essayons de faire la preuve à chaque fois que nous sommes challengés, comme on dit aujourd'hui, de notre capacité à autoréguler la profession. Et j'ai la faiblesse de penser que nous n'y parvenons pas trop mal, puisque toutes les tentatives qui avaient pour but d'essayer de nous enlever des petites possibilités d'ici, de là, ont tout avorté parce que nous croyons, dur comme fer, à la force de la raison et du raisonnement. Et pour le moment, je crois pouvoir saluer le fait que la conférence des bâtonniers est plutôt entendue dans les sujets qu'elle porte, y compris actuellement dans le projet de rédaction du Code de procédure pénale à droit constant, puisque se profile à l'horizon un pan entier réservé à la défense, ce qui sera une innovation majeure si nous sommes suivis dans le groupe de travail, mais j'ai la faiblesse de penser que
les travaux vont bon train sur ce sujet-là. Alors justement, vous disiez des travaux qui ont avorté, hein. On peut penser aux avocats d'entreprise, on peut penser à la confidentialité aussi entre un avocat et son client. Aujourd'hui, vous abordiez aussi le droit de la défense. Il va avoir une grande place dans le futur code de procédure pénale? Alors, dans le projet sur lequel nous travaillons, il est prévu un chapitre entier de la défense. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces documents-là? Alors, ça va changer à la fois la philosophie et la physionomie du Code de procédure pénale. En 2000, une grande réforme est venue insérer dans l'article préliminaire du Code de procédure pénale le principe de la présomption d'innocence. Ce principe de la présomption d'innocence était le corollaire indispensable des droits de la défense, puisque lorsque nous intervenons en matière pénale, nous intervenons pour des personnes qui sont présumées innocentes, jusqu'à preuve du contraire, la présomption d'innocence excluant par ailleurs tout doute sur la culpabilité avant que celle-ci ne soit prononcée. Le fait d'intégrer la défense au sein même du Code de procédure pénale, c'est une consécration de l'utilité de la défense dans la procédure pénale. C'est la conséquence d'une jurisprudence aujourd'hui très abondante de la Cour européenne des droits de l'homme, qui fait de l'avocat non pas le défenseur d'intérêts privés, comme on peut l'entendre de manière un peu rapide, y compris sur les bancs du Parlement, mais qui fait aujourd'hui de l'avocat de la défense un acteur de la société à part entière, parce que cette responsabilité fait de nous les dernières vigies des libertés. Parce que sans avocat de la défense combatif, sans avocat de la défense qui va aller jusqu'au bout du dossier, vous ne pourrez pas rendre une justice équitable et proportionnée au fait de la cause, parce que vous allez rentrer dans un espèce de train-train où finalement l'avocat deviendrait le pot de fleurs aux côtés de la personne qui comparaîtrait devant la juridiction. Donc le fait de consacrer pleinement la place de la défense dans le Code de procédure pénale, c'est aussi un objectif pédagogique dans le cadre de l'évolution que connaît, elle est lente, mais l'évolution de l'institution. Je dois saluer le fait qu'aujourd'hui, l'École nationale de magistrature est présidée par une avocate. Aujourd'hui, l'école de formation des barreaux de Paris est présidée par un magistrat. Il y a la création d'un service de coordination magistrat-avocat pour que nous travaillions ensemble sur l'évolution de la procédure. Nous avons des choses à dire, ils ont des choses à dire, nous ne sommes pas toujours d'accord. Nous avons des explications qui sont parfois sonores, mais toujours courtoises et loyales, et c'est comme ça qu'on avance dans une démocratie. Alors, il y avait eu cette conférence aussi des différents parquets qui demandaient encore plus de droits et encore moins de séparation des pouvoirs finalement. Alors, la difficulté pour cette conférence des procureurs de la République, pour la citer, c'est qu'elle est confrontée aujourd'hui à une difficulté particulière qui est directement induite par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui n'estime pas le parquet comme un magistrat. Puisque du point de vue de la Convention européenne des droits de l'homme, le magistrat doit être indépendant, mais indépendant intellectuellement, et l'indépendance intellectuelle des parquets n'est pas à remettre en doute, n'est pas à remettre en cause, mais aussi une indépendance fonctionnelle. Et politique. Et politique. Et c'est là toute la quadrature du cercle que le parquet a du mal à régler, et c'est la raison pour laquelle une réflexion pourrait peut-être s'ouvrir sur la consécration en même temps d'un statut de la défense, d'un statut de l'accusation, qui serait ce qu'il devrait jamais cesser d'être, une partie au litige pénal, et non pas un magistrat partie qui peut prendre des décisions, etc. etc. Donc il y a une réflexion à mener. J'observe que le Québec intéresse beaucoup le garde des Sceaux pour des raisons diverses et variées. J'ai eu l'occasion moi, de me rendre à Montréal pour visiter nos amis, nos confrères et amis québécois. Nous les avions reçus d'ailleurs en formation sur Ajaccio. Et lorsqu'on a évoqué ensemble le système juridique français, de leur point de vue d'anglo-saxons, ça leur paraissait quand même assez exotique. Donc il y a des réflexions, ça avance gentiment. Mais comme je vous dis, la conférence des bâtonniers, du fait de la position des bâtonniers dans la profession de l'avocat, on fait avancer les choses. Il y a eu une formidable opération au niveau national qui s'est appelée Opération Diego, qui était la visite le même jour dans des lieux de privation de liberté de tous les bâtonniers de France. Ça a été une formidable réussite qui a permis de mettre en exergue
une réalité que l'on essaye souvent de mettre sous le tapis comme la mauvaise poussière, c'est l'état de délabrement des lieux de privation de liberté. Et le fait qu'aujourd'hui les bâtonniers usent de cette nouvelle prérogative est une bonne chose, mais il y a différents sujets sur lesquels nous sommes très offensifs à la conférence des bâtonniers. Et comme je vous le disais hier, l'initiative privée entraîne aussi, en bout de course, des modifications législatives, et c'est ça qui est très intéressant. Merci beaucoup, Maître Nez. À tout à l'heure. Merci. Bonjour, Maître Nez. Bonjour, Maria. Vous êtes notre invité cette semaine. On parlait de votre élection à la Conférence nationale des bâtonniers. Vous nous avez dit ce matin, donc, on travaille sur les droits de la défense, on travaille encore et toujours sur la présomption d'innocence. Vous travaillez aussi au sein de la commission numérique. Donc, il y a du boulot de ce point de vue-là, parce que présomption d'innocence et réseaux sociaux, c'est pas gagné. Alors, dans la commission numérique, on a plusieurs sujets de prédilection. La première, le premier qui est un sujet très terre-à-terre, c'est de doter les 163 ordres de province d'outils numériques efficients, efficaces, parce que nous sommes amenés à répondre à différentes obligations extérieures qui font que les ordres de taille modeste, je dirais, peuvent avoir des difficultés. Pour aller consulter un dossier Non, pour gérer l'ordre. Pour gérer un ordre, c'est quand même une gestion. Pour gérer, par exemple, des opérations de maniement de fonds, puisque nous assurons nous-mêmes, au travers des caisses autonomes de règlement de la profession d'avocat, les opérations de maniement de fonds pour les dossiers que nous traitons. Nous sommes donc à ce titre soumis aux directives européennes de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Donc nous avons un certain nombre d'obligations qui sont à mettre en œuvre, notamment en termes de vigilance. Donc il y a des checklists qui sont élaborées. Et à côté de ça, on a mis à disposition des ordres le guide disciplinaire, parce que la discipline des avocats a été considérablement modifiée avec la loi qui est entrée en vigueur au mois de juillet l'année dernière, donc, pour que les conseils régionaux de discipline puissent fonctionner. Donc on est vraiment dans une approche pragmatique d'aide et d'assistance aux ordres, parce que la conférence des bâtonniers, ce sont des ordres qui font, pour le plus petit, je crois, une dizaine d'avocats, et pour le plus gros, plus de 5000. Donc on a des problématiques communes avec des échelles différentes, et nous essayons d'harmoniser tout ça, mais ce qui caractérise la conférence des bâtonniers et ce qui en fait probablement tout le sel, c'est que chez nous, c'est pas, on procède par capillarité, c'est-à-dire que les idées viennent de la base, on recense les difficultés, on les traite ensemble, on les traite avec les bâtonniers pour y apporter des solutions. C'est pas comme on l'entend parfois, la politique par ruissellement, je décrète et tout le monde applique. Donc nous, c'est vraiment du travail collaboratif, confraternel, parce que la confraternité préside à ces échanges-là, dans le souci d'amélioration de la prestation de l'avocat, qui sera aussi un souci d'amélioration de prestation de la justice, puisque le garde des Sceaux a annoncé une forte mobilisation pour la médiation, et nous y sommes déjà prêts. Alors justement, on va revenir sur cette problématique numérique, même si c'est pas, mais en tout cas, le droit aujourd'hui du numérique. Est-ce qu'il existe un droit? Vous parliez de la présomption d'innocence, on l'a vu, elle a été à de multiples fois bafouée, cette présomption d'innocence, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, par exemple. Alors la difficulté qui se pose en la matière, c'est que les lois qui assurent la gestion de la liberté de parole, c'est la loi sur la liberté de la presse, du 29 juillet 1881. C'est une grande loi, incontestablement, de la Troisième République. Mais là, ça dépasse la presse, puisque tout le monde peut s'exprimer. Oui, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que lorsque l'on s'exprime sur un réseau social, on devient presse, on devient média. Et donc, on encourt exactement les mêmes sanctions qu'un organe de presse tel que le vôtre. Bon. On est soi-même son propre directeur de publication, mais je ne veux pas rentrer dans la cuisine. La gestion des réseaux sociaux, c'est un sujet, je pense, social prépondérant, quels que soient les âges, parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut s'instituer professeur est-ce ce que vous voulez, parce qu'il aura une dizaine de milliers de followers. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Parlement a très bien fait d'encadrer, donc de prévoir la profession entre guillemets d'influenceur, parce que vous avez des comportements aujourd'hui qui sont très dangereux pour la santé physique et mentale des personnes qui sont probablement dans une situation, j'espère pour eux passagère, de détresse, mais qui vont aller faire confiance à des individus dont ils ignorent tout, y compris les compétences scientifiques supposées, putatives. Et puis le problème des réseaux sociaux, c'est qu'il y a malheureusement une absence de recul sur les événements.
et tout s'enflamme très vite. Comme tout d'ailleurs, tout s'éteint assez rapidement. C'est un peu dommage parce que c'est dans la culture du long terme qu'on construit une société et non pas dans l'instant magique d'un tweet, d'un post Instagram ou d'une vidéo TikTok. On l'a vu très récemment à Ajaccio avec cette histoire ACAOM du petit Kenzo et un président de la République qui réagit à l'emballement de ces réseaux sociaux. C'était quand même assez hallucinant. On a vu aussi une maman éplorée venant de perdre son enfant qui s'était suicidé suite à du harcèlement scolaire, être reçue par Madame Macron et en sortir presque enjouée, en se disant sur les chaînes d'information continue, super, je vais être ambassadrice de je ne sais quoi. On est dans une société, je pense, qui a besoin de se repenser à elle-même et de se dire peut-être qu'il est encore temps de travailler l'intérieur de soi-même pour essayer de s'améliorer, parce que je crois qu'on pourrait prendre le risque d'un mauvais tournant, parce que la société qui est basée sur la structure de l'instant, de l'instantané, de la réactivité intempestive, c'est une société qui ne réfléchit pas à son avenir, et c'est une société qui peut assez rapidement plonger dans des ténèbres qui vont être assez épais. Merci Maître Nez, à demain. Merci. Bonjour, bienvenue, bonjour Maître Nez. Bonjour Maria. Vous êtes notre invité cette semaine. On parle du harcèlement scolaire, vous l'avez un petit peu évoqué hier avec cette triste actualité, mais qui malheureusement se répète. On a vu cette jeune fille qui s'est donné la mort et les harceleurs qui continuent d'agir envers elle, envers ses amis, et on a l'impression que l'histoire se répète en fait. L'éducation nationale dit mettre en place des grands plans, mais malheureusement... Écoutez, ce qui est en train de se passer concernant le harcèlement scolaire et les sujets que vous avez abordés relèvent indiscutablement de cette catégorie. Nous interroge, me semble-t-il, sur notre capacité à vivre ensemble, quel que soit notre âge. Parce que les situations que subissent certains élèves dans des établissements scolaires, en faire de l'éducation nationale le seul responsable, ça me paraîtrait un peu trop audacieux. Il faut que l'on réfléchisse, il faudrait que nous réfléchissions à demeurer... moi, j'ai eu la chance de connaître cette époque bénie où, au village, j'étais le fils de tout le monde. Comme mes amis étaient les fils des autres. Chacun veillait sur tout le monde. Les thématiques de harcèlement scolaire, je pense que les réseaux sociaux n'y sont pas pour rien. Nous avions eu l'occasion, avec le Conseil national des barreaux et la conférence des bâtonniers, d'intervenir dans les collèges sur une thématique qui était le respect de la vie privée. Avec un cas pratique qui partait d'un exemple qui peut paraître assez anodin, c'était la petite photo faite avec le téléphone dans les vestiaires de sport à la sortie de la douche, pour rigoler. Et avec une photo qui ensuite partait sur les réseaux, était complètement plus maîtrisée, et les ravages que ça pouvait entraîner, mais aussi les solutions que le droit offrait pour pouvoir faire en sorte que ces situations soient modifiées et que l'on ne porte pas atteinte à la personne concernée et au respect qui est dû à sa vie privée. Le harcèlement scolaire aujourd'hui, c'est encore un cap au-dessus, puisque manifestement, au travers de réseaux sociaux, nous avons des enfants qui sont branchés quasiment H24 et qui sont susceptibles d'être des victimes H24, des personnes qui leur veulent du mal, parfois animées par un cynisme extraordinaire et même le plaisir de la rigolade. Bon. Maintenant, il me semble aussi que ce sujet doit être abordé avec calme et ne pas être non plus hystérisé. Il peut y avoir des situations de friction dans les établissements, il y en a toujours eu. Il y a, me semble-t-il, un règlement intérieur dans chaque établissement. Il y a la possibilité pour les chefs d'établissement d'organiser une forme de procédure contradictoire pour permettre aux uns et aux autres de s'expliquer. Moi, je crois beaucoup aux valeurs du dialogue et de la justice lorsqu'elle est bien menée. Et si vraiment il y a des comportements qui sont asociaux, il peut y avoir des sanctions disciplinaires qui s'appliquent au sein des établissements scolaires. Ça, ce sont pour les cas les plus rudes. Quant au plan, il faudrait peut-être faire une recherche sur les réseaux sociaux, pour le coup. Ça serait un très très joli pied de nez. Parler de plans, c'est bien. Les mettre en œuvre, ça restera toujours mieux.
Et je pense aussi que lorsqu'il y a une dichotomie entre ceux qui décident mais qui ne sont pas au contact, et ceux qui sont au contact et qui souhaiteraient avoir des moyens supplémentaires pour mieux être au contact, je pense que ces professeurs du terrain, il faut les écouter. Il faut les écouter parce que vous pouvez dire à tous les professeurs de France, oui, vous comprenez, il faut que vous expliquiez aux élèves, il faut que vous fassiez 2 heures, 3 heures, 4 heures, 10 heures, 6 heures, un semestre entier pour expliquer tout ça. Le professeur, il est là pour enseigner. Il est là pour enseigner la matière pour laquelle il a été formé. Et puis, les professeurs, j'ai l'impression qu'on leur demande de plus en plus, d'année en année, sans qu'il y ait nécessairement le personnel nécessaire aussi. Il y a des remplacements qui ne sont pas remplacés, il y a des absences qui ne sont pas remplacées, etc. Moi, je suis issu d'une famille où il y a pas mal d'enseignants. C'est un monde que je connais à peu près. L'enseignant, je m'en foutiste, cette image d'Épinal, je la conteste. Les enseignants, ce sont des gens qui y mettent tout leur cœur, toute leur énergie pour préparer nos générations futures, parce que nous sommes en train de préparer les générations futures dans les écoles. Et hystériser la question du harcèlement scolaire, ça me paraît peut-être contre-productif, mais peut-être que je me mêle de ce qui ne me regarde pas, avec l'œil qui est le mien, qui voit les dossiers arriver en bout de course. Mais lorsque je vois, par un raisonnement de comparaison, ce qu'on peut faire de très très beau et de très très bien avec le juge des enfants et l'assistance et les mesures éducatives, lorsqu'il y a des enfants qui font un pas de côté pour les ramener dans notre contrat social, je me dis que cette méthode devrait également inspirer celles et ceux qui veulent contribuer, non pas à concevoir intellectuellement, mais à mettre en pratique les principes qui permettront aux élèves tout simplement de se parler. Merci beaucoup, Maître Nez. À tout à l'heure. Merci à vous. Bonjour et bienvenue, nous retrouvons Maître Neza. Bonjour. Bonjour Maria. On parlait de ce harcèlement scolaire, vous avez abordé dans un tout autre domaine en début de semaine la médiation. Est-ce que ça pourrait être un outil, justement, cette médiation, dans ce cadre-là? Incontestablement, parce que dans l'approche même de la médiation, on casse un certain nombre de codes. Le harcèlement scolaire pourrait sommairement se résumer comme ce qu'avait pu dire Plaute, l'homme est un loup pour l'homme. Je veux croquer l'autre, je veux dominer l'autre, je veux avilir l'autre. Et le harcèlement, c'est ça, c'est la volonté de soumettre l'autre. Bon. Dans les médiations, pour que ça fonctionne déjà, il faut que les personnes soient formées. L'idée étant de ramener les personnes qui ne se parlent pas, parfois qui ont peur l'une de l'autre, à se reparler. Parce que ce qui nous singularise par rapport au reste du monde animal, c'est notre parole. Cette parole, nous en avons fait un métier, et ce métier se décline notamment aussi dans les activités de médiation qui fonctionnent assez bien. Il faut dire les choses parce que les personnes comprennent assez vite l'intérêt. Au-delà de la médiation, il me semble également indispensable d'avoir une réflexion sur la manière que nous aurons d'accompagner nos enfants dans l'utilisation du principal outil du harcèlement scolaire, c'est-à-dire le réseau social, le téléphone, etc., etc. À partir du principe que on leur interdit l'utilisation de cet outil, on règle le problème, c'est méconnaître les astuces qui, lorsqu'on avait leur âge, comme pour les scooters, nous mettions en œuvre lorsqu'on nous interdisait de faire des choses. C'est à croire que c'est humain. Donc il y a une réflexion à mener là-dessus, mais cette réflexion, elle doit être menée aussi bien dans le milieu familial que dans le milieu scolaire, et sans perdre de vue aussi que dans certains milieux familiaux, la discussion peut être compliquée, parce qu'il y a des parents qui ne veulent pas s'intéresser à la question, qui ne la comprennent pas. C'est pour ça que je vous parlais aussi dans la semaine de la formidable vitalité du milieu associatif. Il faut faire confiance à l'initiative privée, mais pour cela, il faut ne pas avoir peur de nommer les choses sans pour autant les hystériser. Donc dire qu'il y a une difficulté et la traiter, c'est une chose. Comment on fait face à des parents victimes, face à des enfants victimes aussi, que peut faire un avocat médiateur? Face à des enfants, alors lorsqu'on touche à des enfants victimes, c'est que, j'allais dire, le mal est fait et on est déjà dans une phase de réparation. La médiation, il faut qu'elle soit dans cette phase de réparation pour faire comprendre à l'auteur des méfaits tout ce qu'il peut causer comme désagrément, mais cette médiation, elle peut être anté-problème par la sensibilisation et notamment par l'intervention, je vais prêcher pour ma paroisse, des intervenants judiciaires et juridiques en milieu scolaire, quel que soit d'ailleurs le milieu scolaire,
Il y a eu, avec le CDAD, des procès qui ont été organisés avec les jeunes collégiens de Corse du Sud. C'est une formidable expérience pour eux. D'ailleurs, on s'est rendu compte qu'ils étaient beaucoup plus sévères que les adultes sur un certain nombre de sujets et beaucoup moins sévères que les adultes sur d'autres sujets, tout en regrettant que les adultes soient trop sévères et inversement. Bref, mais ces citoyens de demain, si on n'arrose pas la plante, elle ne pourra que faner. Donc cette médiation, il faut qu'elle arrive avant que les choses ne se passent, par le dialogue, par l'explication, par l'exemple. Donc c'était toutes les interventions que nous faisions dans les collèges, c'était avec des cas pratiques réels qui étaient issus de dossiers. Et puis, dans la phase post-erreur, j'allais dire, ne perdons pas non plus de vue que ce sont des enfants et qu'un enfant est un adulte en devenir, donc il est encore temps de raisonner de manière apaisée et calme sur la situation et non pas tomber non plus dans une forme d'hystérisation. Harcèlement scolaire égale sanction exemplaire, de la prison, les sauvageons, coup de ceinturon. Je pense que si on reste dans cette société, enfin en tout cas, à titre personnel, ça n'engage que moi, c'est une société dans laquelle je ne souhaite pas vivre. Donc je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour que ce ne soit pas le cas. On reconnaît bien l'avocat de la défense. Ben écoutez, si vous voulez, ouais. Alors, pour revenir sur ce harcèlement, avant que ça n'arrive, vous évoquiez ces cas où vous intervenez dans les collèges, dans les lycées, mais c'est sur la base des volontariats et des chefs d'établissement et des barreaux. Est-ce que ça ne serait pas une chose utile que ce soit généralisé ? Alors, c'est un volontariat qui avait été contractualisé, puisque à une époque pas si lointaine, où j'étais bâtonnier en exercice, nous avions contractualisé ça avec Julie Bennett, qui était rectrice à l'époque, qui était très intéressée par ce sujet-là, en tout cas par l'intervention des avocats en milieu scolaire. Il y avait une arrière-pensée, c'était aussi préparer les étudiants au grand oral, puisqu'aujourd'hui dans le bac, ils ont une épreuve de grand oral, mais c'était aussi pour leur amener la contrepartie nécessaire des personnes qui sont systématiquement amenées, je parle de nous, à réfléchir à contre-courant. Nous arrivons toujours pour celui qui a fauté. Nous arrivons toujours pour celui que l'on présente comme étant le coupable absolu. Nous arrivons toujours dans des dossiers qui ont déjà été ficelés médiatiquement, avant même que la juridiction ne s'interroge sur leur bien fondé. Donc on a l'habitude de casser les codes, et c'est en cassant les codes qu'on fait évoluer la pensée, me semble-t-il. Parce que je fais partie de ceux qui considèrent que pour pouvoir apercevoir la lumière, il faut apprendre à traverser les nuages, et ça demande un petit peu d'effort. Et cet effort, c'est au niveau des neurones qui se passe. Merci beaucoup, Maître Neza. Merci à vous. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. On retrouve Maître Neza, bonjour. Bonjour Maria. On va parler de cette loi, de ce projet de loi autour de la grande criminalité. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur de ce document qui a été émis par le garde des Sceaux. Alors c'est vrai que ce qu'on a, le côté immergé, c'est cette fameuse activation des téléphones à distance, mais il y a beaucoup d'autres choses qui vous inquiètent en tant qu'avocat, en tant que membre de la conférence nationale. Qui nous inquiète et qui nous interroge en tant qu'avocat, en tant que membre du bureau de la conférence des bâtonniers, puisque effectivement l'arbre qui cache la forêt, c'est l'activation à distance et à l'insu de son propriétaire d'un téléphone pour en permettre la géolocalisation, voire dans certaines hypothèses pour des enregistrements sonores et vidéo. Mais ce n'est pas un projet de loi contre la grande criminalité qui est censé être porté par le garde des Sceaux. Il est censé porter un projet de loi initialement pour tenir compte des résultats des grands états généraux de la justice qu'avait voulu le président Macron. Bon, je dois vous dire que tout d'abord, on est confronté à un sérieux problème de méthode, puisque en un article, l'article 3 du projet de loi, il y a pas moins de 10 modifications fondamentales du Code de procédure pénale, alors que dans l'article 2, le même gouvernement demande à se faire habiliter par voie d'ordonnance à modifier le même Code de procédure pénale à droit constant. Donc on a un vrai problème de méthode et un vrai problème de lisibilité sur ce que sera la procédure pénale de demain. En revanche, on est déjà vent debout sur un certain nombre de sujets. L'activation du téléphone à distance sans véritable garantie, parce que si on rentre dans le cœur du texte, par exemple, il est interdit d'activer le téléphone d'un avocat, mais il n'est absolument pas interdit d'activer le téléphone de son client et de le géolocaliser lorsque ce client se trouve dans le cabinet de l'avocat. Il en va de même du médecin, ça, il faut qu'il le sache.
Et il en va de même du sénateur et du député, où les téléphones, les nôtres, ne peuvent pas être activés, mais les personnes que nous rencontrons pourront voir leur téléphone activé pendant 15 jours. Dans le cas d'une enquête préliminaire renouvelable une fois, ça fait quand même 1 mois, 30 jours. Et dans le cas d'une ouverture d'information, cela peut aller jusqu'à 6 mois. Donc on entre dans une ère où, sous couvert d'améliorer prétendument des techniques d'enquête, on porte une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles si nous considérons que nous voulons toujours vivre en démocratie dans un pays libre où il faut toujours faire la part des choses entre ce qui est l'atteinte aux libertés et le droit à la sûreté. Mais le droit à la sûreté n'explique pas tout, ne permet pas tout. Et si aujourd'hui nous sommes dans une démocratie apaisée, nous ne sommes pas certains que demain un changement de régime intervienne, et nous donnerons les clés à ce moment-là à un régime qui sera beaucoup plus autoritaire pour faire vraiment l'œuvre de George Orwell une réalité physique, et ça nous n'en voulons pas. Parmi les autres sujets, si j'ai 2 petites secondes pour en rajouter, vous avez la généralisation des perquisitions de nuit sous couvert d'enquête de flagrance, mais c'est confondre la perquisition et l'interpellation des personnes, parce que dire qu'aujourd'hui on a besoin de perquisitionner entre 21h et 6h du matin pour préserver des éléments de preuve dans le cas d'une enquête de flagrance, je pense que c'est prendre les professionnels du droit pour les imbéciles qu'ils ne sont pas. Vous avez aussi des dispositions qui sont complètement aberrantes. Par exemple, si vous avez la possibilité de prétendre à une assignation en résidence sous contrôle électronique, ben on va vous placer en prison aujourd'hui en attendant de voir si c'est possible. Et si d'aventure le service pénitentiaire d'insertion et de probation n'est pas en capacité de faire les vérifications qui s'imposent parce qu'il n'a pas le temps, eh bien on vous laissera en prison, c'est-à-dire qu'on ne décidera même pas d'un débat nouveau pour savoir si on ne peut pas vous placer sous un contrôle judiciaire, le cas échéant strict. Et tout ça va à l'encontre, et c'est pour ça qu'il y a un manque de réflexion globale, va à l'encontre, en bout de chaîne pénale, de l'augmentation des prérogatives du juge d'application des peines qui, demain, pourra complètement défaire ce que les juges du siège qui auront jugé la culpabilité d'un homme ou d'une femme ont fait, parce que nous sommes confrontés aussi à un phénomène de surpopulation carcérale. Donc, dans ce grand gloubi-boulga pénal... C'est un document qui est assez schizophrène, hein, d'après... Écoutez, en fait, on a du mal on voit le point de départ, on voit le point d'arrivée. Par contre, au milieu, on ne voit pas trop bien ce qui s'y passe. J'ai entendu un certain nombre de parlementaires se porter garant lors des débats parlementaires de mettre des garde-fous un peu ici, un peu là. Il y a des dispositions qui n'ont pas besoin de garde-fous, mais tout simplement de ne pas exister dans le code de procédure pénale d'une société qui se veut encore être un état de droit ou, pour reprendre l'expression de la Cour européenne des droits de l'homme, une société démocratique. Nous sommes très inquiets. La profession d'avocat est très unie sur le sujet. Conférence des bâtonniers, Conseil national des barreaux, Barreau de Paris, nous sommes unanimes pour nous lever contre un certain nombre de ces dispositions. Et parmi les anecdotes aussi, les médecins doivent savoir qu'on attend d'eux désormais, si le texte passe, non plus qu'ils viennent consulter la personne qui est en garde à vue pour savoir si son état est compatible avec cette mesure restrictive de liberté, mais on va leur permettre de les voir en vidéo, ce qui laisse à penser que l'examen médical va devenir télémédical, et vous allez avoir comme ça des personnes dont l'état pourrait être incompatible avec une mesure de garde à vue qui seront en garde à vue. Dernier point, j'en aurai terminé, mais je pourrais vous faire un listing à l'après-vert de tout ce qui ne va pas dans cette proposition. Vous aviez aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'un système d'enquête qui se généralise, c'est l'enquête préliminaire. L'enquête préliminaire, elle est menée par le procureur de la République dans le plus grand secret, et les avocats n'y ont absolument pas accès, on n'a absolument droit à rien, on ne peut pas faire de demande d'acte, on ne peut pas faire de demande de confrontation, puisque par définition, on ne sait pas ce qui s'y passe. Il y a un système procédural qui est la comparution immédiate. Si le procureur estime que son dossier est solide et qu'il y a urgence à vous juger, il vous cite devant un tribunal correctionnel. Il arrive que des dossiers soient incomplets et que les avocats fassent des demandes de complément. Si le tribunal les juge opportunes, il renvoyait le parquet à saisir un juge d'instruction. Aujourd'hui, on va permettre au parquet, si le texte passe, de repartir à l'enquête dans le secret le plus absolu, en dehors de tout contradictoire, pour reciter à nouveau la personne devant le tribunal correctionnel. Et des mesures comme ça, il y en a à l'envi, dans finalement quelque chose qui vise à faciliter le travail d'enquête au détriment non pas du travail des avocats, mais de votre liberté, de notre liberté, parce que la procédure, c'est la sœur jumelle de la liberté. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Jung. Donc il faut rester sur ces grands thèmes qui font société, qui font ce que nous sommes et qui font qu'aujourd'hui on peut encore dire,
que nous sommes dans une société démocratique. Merci beaucoup, Maître Nézat. On se retrouve tout à l'heure après le journal de la mi-journée. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour, Maître Nézat. Bonjour, Maria. On reparle de ce document que vous avez en votre possession, que vous nous faites découvrir aussi, puisqu'on connaissait quelques mesures, les plus connues, mais néanmoins, c'est sûr que ça peut faire peur. En tout cas, ça interroge, encore une fois, sur le sens que l'on veut donner à la politique pénale dans notre pays et surtout sur la manière dont on veut faire société. Je pense que la matière pénale, elle a de ça de symptomatique, c'est que c'est à travers cette matière qu'on voit dans quel sens on peut aller. Je vous ai cité des exemples tout à l'heure, mais quand vous prenez par exemple cette idée qui, moi, me semble saugrenue, vous avez la possibilité, dans le cas des procédures pénales, de faire annuler des placements en détention provisoire. Soit parce que la juridiction n'a pas statué dans les délais qui convenaient, soit parce qu'il y a des problèmes, non pas de procédure, parce qu'on se joue de mots, ah là là, il est sorti sur un problème de procédure. Mais la procédure, c'est la première des garanties des libertés. Aujourd'hui, si l'ordonnance de placement en détention provisoire est annulée, c'est-à-dire qu'elle est nulle, la personne est remise en liberté. Dans le projet, on veut substituer une mesure privative de liberté nulle par une autre mesure privative de liberté, c'est-à-dire un placement sous bracelet électronique. Donc, on va vers une espèce de politique de l'affichage qui va très certainement d'ailleurs poser des questions de constitutionnalité et au-delà des questions de constitutionnalité, des questions de conventionnalité. Constitutionnalité, Conseil Constit, conventionnalité, question à la CEDH, mais avant ça, conclusion déposée devant le tribunal correctionnel pour se prévaloir des dispositions qui sont supérieures. Donc, on est dans une forme de logique de rétrécissement des libertés. Quand même se faire un peu l'avocat du diable. On a vu des faits divers, malheureusement, avec des récidivistes qui sont sortis sur un vice de procédure, pour employer ce mot, et qui ont commis d'autres crimes. Est-ce que ça ne répond pas peut-être à un appel des familles, à un besoin des familles, mais est-ce que c'est là aussi le rôle de la justice que d'écouter ces familles-là ? Le rôle de la justice, c'est, dans une société qui vit selon le principe de la séparation des pouvoirs, de ne pas se mêler des problèmes qui ne sont pas les siens. Le rôle de la justice, c'est de statuer sur le sort d'une personne en fonction des règles qui lui sont applicables et que la société a décidé. Ce dont je vous parle, c'est qu'il y a des frontières qu'il est peut-être dangereux de traverser. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société démocratique qu'on peut dire apaisée, malgré les mouvements de grève. Demain, moi, je ne sais pas. Je vois la composition d'un Parlement qui a considérablement évolué, avec des forces que l'on peut qualifier encore aujourd'hui, sans faire l'objet de critiques, de droite très très droitière, et qui, si demain elles arrivaient aux responsabilités, n'hésiteraient pas à faire une utilisation zélée des dispositions, notamment de collecte des données et de retranscription de celles-ci. Il en va de même sur les mesures privatives de liberté. Demain, le placement en résidence électronique, enfin l'assignation à résidence sous surveillance électronique, ça ne réglera pas le problème des familles qui ont été endeuillées parce qu'une personne était sortie et a recommis des crimes. Lorsqu'il y a des personnes qui sont dangereuses, il y a des services pour ça s'appelle le renseignement. Et le renseignement, il peut aussi alimenter les autorités de poursuite en disant attention, lui est sorti, mais il s'apprête à intercepter-le avant qu'il. Et c'est tout ce système-là qui est à mettre en place. Ce n'est pas en mettant les personnes en détention de manière quasi systématique que vous allez empêcher des crimes de se produire. J'observe, et je ne voudrais pas tirer de sel sur la plaie, mais que même en détention, il peut y avoir un certain nombre de crimes. Ça s'est vu récemment dans des conditions qui restent encore opaques, malgré une commission parlementaire. Donc la détention, je ne pense pas que ce soit le meilleur des cas. Et surtout, lorsque vous voyez que le principal contingent des personnes détenues en France relève des maisons d'arrêt, donc ce sont des détenus présumés innocents, je vous laisse imaginer ce que le milieu carcéral peut provoquer chez ces gens-là, qui n'avaient pas vocation à aller en maison d'arrêt. Donc, toute cette discussion politique reste ouverte, et en tout cas, pour ce qui est de la conférence des bâtonniers, du Conseil national des barreaux et du barreau de Paris, parce que je vous dis, la profession est unie, nous entendons jouer à plein notre rôle qui est reconnu au niveau européen de vigie des libertés et rappeler à qui veut l'entendre que nous serons sur le terrain et nous compterons le moment venu sur les us du siège dont l'article 66 de la Constitution fait également les garants des libertés. Donc, c'est pas parce qu'on discutaille pour essayer de grappiller des voix de ci, de là, parce que les européennes se profilent, que l'on va limiter les libertés individuelles et les libertés publiques. Nous serons toujours là pour rappeler tout le monde à la raison.
Voilà, justement, cette mobilisation, elle va intervenir parce que ça concerne effectivement les avocats, vous l'avez dit, ça concerne les juges, ça peut concerner aussi les médecins dans leur mission, parce qu'on n'a pas entendu beaucoup de monter au créneau. Bah écoutez, moi j'invite les médecins à se pencher sur le texte, puisque le secret professionnel, ils en sont également les garants au niveau qui est le leur. Moi, ce que je peux vous dire au niveau qui est le mien, c'est qu'on ne va pas se mettre en marche. Nous sommes déjà en marche. Il y a presque une dizaine d'amendements qui ont été proposés à différents parlementaires pour qu'ils les portent. Nous espérons qu'ils recevront un écho favorable dans l'hémicycle. Mais je me dis que finalement, dans un Parlement qui est composé comme il l'est aujourd'hui, la porte reste étroite et c'est la raison pour laquelle je préfère me dire que la raison l'emportera et que nous resterons dans une société démocratique. Si tel n'est pas le cas, la procédure, c'est notre métier et nous en userons jusqu'à s'il le faut, couper la corde. Merci beaucoup, Maître Nez. Merci, à demain. À demain. Et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour Maître Nez. Bonjour Maria. On va parler du Gazélec football que vous défendez, que vous représentez. Il y a eu une audience mardi qui vient de passer, ça s'est plutôt bien passé. Écoutez, je suis l'heureux conseil d'une vieille dame, puisque l'association JFCA Football a quand même quelques années, dont certains étaient prêts à signer l'acte de décès au mois de décembre, après avoir pris le pouls, la température et évalué les réflexes. On est 6 mois après et cette vieille dame a plutôt les traits d'une adolescente en pleine forme. Les audiences se succèdent et à cette occasion, ça nous permet d'affiner la position, de faire le point sur un certain nombre de sujets qui pouvaient être considérés comme étant opaques au début, et puis au fil des mois, au fil des semaines, on voit une baudruche qui se dégonfle considérablement, et tout ça pour le meilleur à venir, c'est-à-dire le projet sportif qui est porté par l'équipe dirigeante actuelle. Parce que moi je suis intervenu à un stade où l'association n'avait plus personne. Et puis avec la joie de voir que les nationaux se sont maintenus en national, une autre catégorie y a accédé. Je crois qu'il y a 3 Coupes de Corse qui ont été gagnées par les jeunes. C'est l'avenir de ce club. Moi j'ai un attachement tout particulier pour des raisons familiales déjà, puisque mon grand-père, mon père, moi-même, j'y ai évolué. C'est quelque chose qui me tient à cœur, comme les dirigeants d'ailleurs qui sont venus me voir, et c'est ce qui fait la singularité de ce dossier-là, c'est que finalement le GFCA est resté ce qu'il n'a jamais cessé d'être, une immense famille peuplée de battants. Alors des fois ça fait un peu l'armée espagnole parce que tout le monde a son mot à dire et tout le monde a envie de bien faire, mais au final tout le monde va dans le même sens, et tout ce que j'ai vu se déployer en parallèle de la procédure, parce que moi je ne suis qu'une partie infinitésimale de l'intervention, tout ce que j'ai vu intervenir en parallèle de la procédure m'a fait dire que finalement j'avais pris la bonne décision en disant oui, lorsqu'on était venu me chercher en désespoir de cause pour essayer de trouver une solution. Et j'espère en tout cas que cette solution va se pérenniser dans le temps, mais j'ai de bon espoir, et je pense, sans trahir le secret de ces audiences en chambre du conseil, j'ai bon espoir avec la juridiction que nous serons en capacité de présenter quelque chose de sympathique d'ici avant la fin de l'année. Cette solution, en tout cas, vous parliez de la procédure, il a fallu aller la chercher au nom de tous ces jeunes? Alors, comment dirais-je, il a fallu aller la chercher. On la leur doit, cette solution. Je ne sais pas comment vous l'exprimer autrement. Moi, j'ai été comme eux. J'ai pleuré quand je perdais. J'ai pleuré quand je gagnais. On gagnait souvent d'ailleurs plus qu'on ne perdait. Enfin, ça, c'est la petite coquetterie du jour. Mais ce que j'y ai vécu, moi, dans ce club, j'ai la faiblesse de penser que les jeunes aujourd'hui vivent la même chose. C'est indicible, c'est incommunicable. Il se passe vraiment quelque chose. Et quand je vous dis on le leur doit, c'est parce que moi, j'ai encore envie, à titre personnel, mais l'équipe dirigeante aussi, les parents aussi, j'ai encore envie de voir des gamins jouer en rouge et bleu, à mes avis, sur d'autres stades, à l'extérieur, sur le continent, partir faire des tournois comme j'ai eu la chance immense de pouvoir le faire, avec des parents mobilisés, avec des éducateurs mobilisés. Et quand je vous dis que ces solutions, on les doit, je crois pouvoir dire, sans trahir le secret non plus, qu'on envisage toutes les possibilités. Et puis, le moment venu, il y aura des arbitrages à faire. Mais là où je suis heureux, c'est qu'a priori, la réflexion est possible.
Et ça ouvre, je vous dis, de très très belles perspectives pour ce club. La mobilisation, elle a été très forte, très rapidement. Oui, ben c'est pour reprendre ce que je vous disais, c'est le GFCA, c'est ça, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On est dans une situation un peu délicate, on lâche tout, on continue. Mais il n'y a pas eu besoin d'en parler, en fait. Tout le monde s'est levé et il a fallu un peu de méthode, ramener du calme, parce que des fois, on est tellement motivé qu'on ça part un peu dans tous les sens, mais c'est pas une critique péjorative dans ma bouche, mais voilà, un peu de méthode, beaucoup de calme, de la détermination, et puis surtout être accompagné. Il y a un administrateur judiciaire qui a été désigné à notre demande aux côtés de l'association. Ça permet aussi de sécuriser juridiquement les choses, de sécuriser aussi les accompagnateurs financiers, juridiques. J'observe qu'aujourd'hui, la ville d'Ajaccio et la collectivité de Corse participent financièrement à l'effort de rétablissement, mais il n'y a pas que. Le président Louis Pogge s'est rendu il n'y a pas longtemps auprès d'un futur équipementier et les discussions se passent plutôt bien. Le naming et le sponsoring avancent aussi. Voilà, quand je vous dis que l'association est redevenue une belle jeune fille pleine de vitalité, c'est pas un vain mot. On la retrouvera tout à l'heure après le journal de midi, cette belle jeune fille. À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue. On retrouve Maître Nez, notre invité. Bonjour. Bonjour Marie. On parlait du GFCA, de l'association GFCA, de cette audience de mardi qui s'est plutôt bien passée. Quelles sont les prochaines étapes? Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines et dans les mois qui arrivent? Alors, les étapes qui sont déjà passées. Donc, ça a été donc la constitution de l'équipe, ensuite de quoi faire le point sur la situation juridique, parce qu'il a fallu dépatouiller un peu tout ça. S'adresser aux collectivités, ça a été une urgence, et je dois dire que les collectivités ont répondu présentes. Même si les efforts financiers pourraient être améliorés, mais ça j'ai la faiblesse de penser que ça viendra dans le temps, non pas pour les équipes seniors, mais encore une fois pour les équipes nationales juniors, hein, les U19, etc. Parce que c'est l'avenir du football insulaire, c'est l'avenir du club aussi. Ce qui nous reste à faire, c'est à présent faire le tri dans les créances qui ont été déclarées par certains partenaires économiques. Et je dois dire que, sans rentrer dans le détail, puisque la confidentialité du dossier me l'interdit, j'ai déjà pu observer qu'il y avait certains opérateurs économiques qui avaient à la fois déclaré leurs créances auprès de la société SAS qui s'occupait du football professionnel, et ce qui paraissait logique, puisque c'était des partenaires de la société au niveau du football professionnel, mais qui se sont dit, tiens, l'association fait l'objet d'une procédure collective, on va déclarer notre créance au passif de l'association, ça ne mange pas de pain. Donc là, on va rentrer, si vous voulez, dans une phase, lorsque la récolte des créances déclarées par les uns et par les autres, c'est du déclaratif. Hein. Alors l'avantage, c'est qu'on peut toujours faire des déclarations rectificatives moindres, et j'invite d'ailleurs les opérateurs économiques à réfléchir aux déclarations de créances qu'ils ont pu, pour certains, inscrire de manière totalement détendue au passif d'une association qui ne leur doit absolument rien. Oui, mais on fera le tri. On fera le tri le moment venu. Parce que l'association entend bien évidemment répondre à ses responsabilités, mais aux siennes seules. Je veux dire, c'est une personne morale qui est distincte d'autres personnes morales. Elle ne peut pas endosser la responsabilité des autres personnes morales. C'est comme ça que les choses sont faites. Donc, on va faire le tri. Une fois que ce tri sera fait, on aura une vision à peu près exacte de ce qui est réellement dû. Et puis, il y a une réflexion sur la méthode qui permettrait à l'association de remettre la main sur son outil principal, c'est-à-dire le stade. Il y a plusieurs pistes dans lesquelles je peux pas rentrer parce que c'est trop tôt. Mais encore une fois, je pense qu'on est vraiment dans le champ des possibles. C'est le message que vraiment je veux faire passer. C'est pas a priori, non, écoutez, on va couper, on va arrêter tout, on ne sait pas où on va, vous n'allez pas financer une association sur des fonds publics, etc. Machin, on arrête tout, liquidation, merci, au revoir. Et puis, tant pis pour vous, vous avez fait des bêtises, etc. On n'est pas du tout dans ce contexte-là. On a une prochaine audience au mois de novembre qui ne donnera lieu à aucune prise de décision, puisque nous avons une période de continuation qui a été actée jusqu'à décembre, hein, ça il faut le savoir. Dans cette phase-là, ça nous fera un nouveau point d'étape où nous serons en capacité de proposer au tribunal, parce qu'on fait tout sous le contrôle du tribunal, ce qui permet aussi de rassurer les partenaires financiers,
des perspectives solides, sérieuses, objectivées financièrement, objectivées juridiquement, et parce que je pense que ce qui a fait un peu de mal au départ dans ce dossier, c'est le contexte dans lequel il a été baigné, et surtout, j'ose le terme, les fantasmes qui ont entouré ce dossier. Ça reste un dossier de procédure collective, somme toute assez normal, avec une association qui n'a pas refusé l'ouverture de la procédure collective. On y a vu un effet d'aubaine, et cet effet d'aubaine est en train de produire ses fruits de manière calme, déterminée, donc du calme de la méthode, pour que cette belle jeune fille poursuive sa croissance et puisse encore épater les hommes qui, bientôt, reviendront, j'espère pour eux, voir des matchs de haut niveau. En tout cas, il y en a déjà, parce que lorsque je vois des U19 évoluer en national, je vous dis, ça fait plaisir parce que ça joue. Merci beaucoup, Maître Nez. On restera sur cette belle parole pour terminer cette émission. Une émission que vous retrouverez en podcast audio et vidéo. N'oubliez pas nos réseaux sociaux et notre site web. À bientôt. À bientôt.